on a divisé par 10 nos effectifs aujourd'hui. De façon très transparente, en 2013, c'est la douche froide. Quand on fait du développement et qu'on vous dit que ça va fermer, c'est antinomique. C'est complètement, en opposition. C'est une aventure humaine assez incroyable. Ce que je connaissais dans le développement et que j'aimais, mais je l'ai vécu au centuple sur cette haute partie de transformation très forte. Ça, je le retiendrai pour mes expériences futures, c'est que de travailler sous contrainte de temps, contrainte budgétaire, eh bien, ça apprend à être innovant. Le vrai dénominateur commun, c'est la personne, c'est l'humain en fait. C'était un vrai challenge. Et avec le recul, ça en vaut vraiment le coup. L'histoire que nous allons vous raconter, c'est celle d'une fermeture programmée d'un établissement bancaire. Des histoires comme il en existe dans des milliers d'entreprises à travers l'année, mais celle-ci concerne cependant un fleuron du crédit immobilier à la française. Et la personne que vous allez entendre a piloté cette transformation pendant plus de 10 ans. Elle est encore d'ailleurs en train de la piloter. Il reste encore 4 ans pour terminer finalement cette opération. Alors comment est-elle parvenue à accompagner son organisation à tout simplement disparaître? Comment la chronique d'une fin annoncée peut-elle continuer à mobiliser les équipes, voire les amener à définir de nouveaux horizons? C'est ce que nous allons tâcher de comprendre aujourd'hui, quand rendre la maison en bon ordre peut aussi donner des ailes. On remonte le fil d'une fermeture de banque pas comme les autres, celle du Crédit Immobilier de France. On va parler de transformation, on va parler d'une fin qui constitue aussi d'une certaine manière une renaissance. Vous allez comprendre pourquoi. Et on va être aidé en cela par notre experte en transformation organisationnelle, Aurore Laurent. Merci d'être avec nous. Ça va, Aurore ? Ça va, merci. Très bonjour bien, à voilà. tous. Oui, bonjour Aurore. Vous allez analyser pour nous justement la mécanique en jeu, cette histoire, et voir en quoi elle est une matrice reproductible dans d'autres organisations ou pas. C'est ce qu'on va vérifier ensemble. Mais justement, tournons-nous vers celle qui va nous raconter son histoire, Delphine Arnaud. Merci d'être venue témoigner. Avec plaisir. Vous êtes en forme, Delphine? Ça va. Ça a l'air. En tout cas, vous êtes très bien et vous êtes rayonnante. Vous êtes directrice générale adjointe aux opérations au Crédit Immobilier de France. Alors, le Crédit Immobilier de France et vous, c'est une relation de 20 ans. 20 ans, c'est plus une relation professionnelle, c'est presque une histoire de mariage, là, honnêtement. Oui, quasiment. Quasiment. Hein. Sans divorce. Sans divorce, oui, c'est ça, justement. En tout cas, c'est ce qu'on va voir. Vous avez tout connu, vous, au Crédit Immobilier de France. Vous êtes passée de directrice commerciale, donc développement, à la communication, au marketing, puis donc à la gestion de cette résolution ordonnée. Autrement dit, c'est la gestion de l'extinction des activités. On va y venir. Est-ce qu'on peut dire que plus vous avez testé différentes responsabilités, différents types de niveaux, d'échelons de décision dans l'entreprise, plus ça vous a justement aidé à mieux comprendre les rouages, le fonctionnement, l'ADN finalement de l'entreprise dans laquelle vous travaillez depuis 20 ans. Le fait de passer par tous ces métiers, tous ces échelons, ça vous a aidé justement à avoir une vision plus large? Complètement. Enfin, complètement. Et puis, à être aussi le témoin. Parce que, très rapidement, vous l'avez dit, 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 10 ans de développement, une crise, comme dans un couple, où en fait l'entreprise, on apprend qu'elle doit fermer. On va y venir sur cette crise. Ouais. Et une remise complètement en question de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars ou est-ce que je reste? Et puis je m'inscris dans cet accompagnement. Et donc, le fait d'avoir quand même un passé avec différents postes, c'est très important pour avoir l'ADN de l'histoire et de pouvoir être aussi le témoin du passé et pouvoir être aussi le témoin qu'on peut avoir un avenir et le créer, le construire. Oui. Donc comprendre l'ADN, si je comprends, et on va venir vraiment à ce qui s'est passé, donc cette fameuse comprendre l'ADN, ça permet donc de mieux se projeter, c'est ce que je comprends quand il y a différentes situations que vit l'organisation, ça permet d'être vraiment en phase avec l'esprit, les valeurs, la philosophie de l'entreprise, c'est ça que je comprends?
Ça permet surtout d'être en phase et en compréhension des équipes qui sont dans l'entreprise et qui vivent en fait cette transformation très très profonde et de pouvoir être dans une empathie vécue aussi. Je crois que c'est ça vraiment que ça permet. Delphine, vous gérez les opérations donc d'une banque qui va fermer ses portes en 2030. Elle est déclarée donc en résolution ordonnée. Dit comme ça, la mission sur le papier, elle fait pas rêver. Et pourtant, on va voir que c'est vraiment pas le cas. Mais posons-nous donc 2 secondes sur cette fermeture de site. Le Crédit Immobilier de France, comme son nom l'indique, son activité, c'était d'offrir des prêts immobiliers. Je dis c'était parce que depuis 2013, on a mis fin à cette activité. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là ? Alors, 2013, c'est le résultat de la crise des subprimes de 2007-2008, où le Crédit Immobilier de France, qui est, comme toutes les banques, noté par des agences de notation comme Fitch, Moody's pour pouvoir emprunter, a vu son modèle économique avec une confiance dégradée, puisque nous étions adossés à aucune banque ou aucun groupe d'assurance. Et donc, on a estimé, par rapport à cette fragilité financière, qu'il y avait plus de perspective, que ça rendait notre modèle fragile. Et donc, il a été décidé, puisqu'on n'a pas retrouvé d'acheteur à ce moment-là, de mettre la banque en résolution ordonnée. Donc, cette décision de programmer la fermeture de l'établissement, ça a eu forcément des conséquences. Pour le coup, par exemple, toutes vos filiales qui étaient autonomes, comment ça s'est passé pour elles ? Il a fallu... Oui, c'est une très bonne question. 2013-2014, le Crédit Immobilier de France, c'est 2500 salariés, une douzaine de sociétés financières en France, des centaines d'agences commerciales avec du coup un objet social qui s'éteint, qui disparaît. Donc oui, en tout cas un choc assez important à ce Et donc moment-là. il a fallu quoi pour justement réagir par rapport à ça ? Il faut quoi ? Il faut fusionner ces filiales ? C'est quoi l'idée ? C'est de recentrer un peu l'ensemble de l'activité ? Oui, on en parlait avec l'interview tout à l'heure, l'importance du leadership, de la trajectoire qui doit être très très claire. Et donc, ça pouvait plus se faire avec des sociétés régionales, avec des conseils d'administration indépendants. Il a fallu avoir un vrai projet assez rapide donc de fusion et exactement, et une centralisation de la gouvernance. Avec oui, c'est énorme. Ça, en combien de temps ? En 3-4 ans, si je calcule bien, vous avez opéré ça ? On a terminé la dernière fusion en 2017. Donc, ça a pris 3-4 ans. Pour fusionner la dizaine de structures. Et vous imaginez très bien, parce que vous travaillez là autour de moi dans différentes structures, avec du coup autant de patrons, quasiment autant de systèmes informatiques, quasiment autant de procédures que de structures. Donc un chantier quelle complexité colossal. Ah ouais, c'est impressionnant. Et puis j'imagine qu'il a fallu aussi, disons-le clairement, trier les structures, celles qui allaient fermer, celles qui allaient continuer. Comment s'est opéré ce choix, qui est un choix, j'imagine, parfois un peu crucial et un peu dur, non ? Un choix très très dur. À trier, il est difficile votre c'est peut-être pas le terme que vous voulez, mot. C'était plutôt une sorte de logique aussi humaine et financière. Voilà, des structures qui s'inscrivaient plus dans ce projet de mener la résolution ordonnée, et certaines structures qui indiquaient vouloir plutôt fermer et passer donc vous n'avez pas forcément eu à faire le tri entre guillemets, et l'idée du tri est pas le bon mot. Naturellement, effectivement, il y a des structures qui opéraient et des structures qui n'avaient plus la légitimité pour le faire ou le sens exactement. pour le faire. Depuis 2013, il n'y a plus d'activité donc commerciale dans la banque. En gros, vous soldez le bilan, c'est la revente des encours. L'impact de tout ça, forcément aussi, c'est une réduction des effectifs. Alors complètement, sur les 2500 salariés à l'époque, il y a à peu près 1000 personnes qui sont dédiées au commerce. Donc vous voyez ce que ça peut générer. On a divisé les effectifs on a divisé par 10 nos effectifs aujourd'hui. On est dans une stratégie de rationalisation. Externaliser, j'imagine aussi certaines fonctions. Alors,
Vous disiez tout à l'heure, on était dans une de session, pas tout de suite en fait, parce qu'une transformation pareille, elle passe d'abord par rationaliser les outils informatiques, rationaliser la façon de travailler. On n'était pas dans une session immédiate de nos encours, on était plutôt dans une gestion des prêts qui avaient été octroyés jusque-là, dans des conditions qui soient complètement transparentes pour nos clients. Alors qu'on vivait en interne une transformation inédite. Donc on a vécu presque 10 migrations informatiques, je vous ai dit une dizaine de fusions juridiques et autant de partage et d'uniformisation des pratiques. Toute une transformation justement de l'organisation de travail, vous dites, c'est ce que je vous cite, je l'ai vécu comme un challenge. Je me suis prise au jeu. Qu'est-ce qui vous a permis, vous personnellement, Delphine, de rester engagée pendant plus de 10 ans sur un projet dont, on se le dit quand même, la finalité, même si c'est progressif dans le temps, c'est la fermeture des activités. Comment vous l'avez vécu à titre personnel, cette situation-là ? Alors de façon très transparente, en 2013, c'est la douche froide. Quand on fait du développement et qu'on vous dit que ça va fermer, c'est antinomique. C'est complètement, comment dire, en opposition. Donc à l'époque, en tout cas, moi, mon souhait, c'est tristement de partir parce que j'y étais très bien dans cette structure. Ouais. Et puis, le directeur général de l'époque me dit « Attends, il y a un petit peu quand même de temps, viens, tu travailles pas mal sur les organisations, viens essayer de te mettre dans quelques chantiers pour voir comment on peut rapprocher telle structure, comment on peut gérer tel processus, etc. etc. » Bon, je lui dis « Écoute... pourquoi pas, j'y suis attachée à cette structure. 1 an, on se donne 1 an, 2 ans maximum, pourquoi pas. Et puis je pense qu'il me connaissait plutôt bien. Et j'ai commencé un tour de France, aller rencontrer les différentes structures, discuter. Ça devait être passionnant quand même. C'est super, c'est une aventure humaine assez incroyable, de voir des gens très très attachés à la structure, et une situation qui faisait que les gens étaient assez transparent dans la façon de décider en fait et d'exprimer ce que je vous disais tout à l'heure. Nous on veut fermer mais on va le faire bien. Donc on va t'aider, on va te donner les mois, on va faire en sorte que ça se passe bien. Et d'autres structures qui disaient pas de souci, nous on est encore là, on veut accueillir, etc. Un métier que je connaissais moins. Moi j'étais dans la production du crédit, là c'était plutôt la gestion des crédits, le recouvrement qui est aux antipodes du développement. En tout cas, c'est ce que je pensais à l'époque, et pas du tout, parce que on travaille avec des hommes et des femmes, donc c'est pas un sujet en fait de métier ni de méthode, c'est vraiment un sujet humain, d'échange, de construction, et ce que je retrouvais ce que je connaissais dans le développement et que j'aimais. Mais je l'ai vécu au centuple sur cette haute partie de transformation très forte qui relie très fortement quand même les hommes et les femmes de l'entreprise. Forcément, on se dit une fermeture programmée, c'est un contexte social compliqué, mais donc, de ce que je comprends, ça n'a pas été vécu dans vos équipes comme un psychodrame. C'est ça que je comprends. Alors, dites-moi si je vais trop vite mais il y a, dans ce que vous racontez, une certaine fluidité qui semble être observée sur le terrain. Comment vous avez permis, ou peut-être est-ce que les conditions ont été pour justement opérer ça de manière très fluide, de manière apaisée, c'est ce que j'entends. Est-ce que c'est le fait de communiquer? Est-ce que c'est le fait justement d'aller sur le terrain? Est-ce que c'est le fait de donner la parole aux équipes, de faire remonter justement? Qu'est-ce qui fait que ce climat-là, que quand vous en parlez, on pourrait dire il y a des raisons pour que ce soit un psychodrame, il y a des raisons pour que tout le monde ait ce réflexe que vous avez failli avoir de partir. Et finalement, les gens restent. Comment ils restent? Pourquoi ils restent? Qu'est-ce qui motive? Et qui motive? Alors, 2013-2014, ça a été un vrai choc. Vous évoquez psychodrame. Cette année-là, ça a été le cas. Cette année, ça a été compliqué. Il faut pas le nier. Ouais.
Après, je crois que ce qui a été important, et c'est toujours le point, c'est de se dire il nous faut une trajectoire. Parce qu'en 2014, quand on vous dit vous fermez en 2035, c'était la date à l'époque, ça laisse quand même une certaine marge de manœuvre, on va dire. Exactement. Et un flou. Parce que paradoxalement, fermer tôt, c'est dur. Fermer tardivement, ça laisse quand même un flou. Et donc c'est là où la gouvernance c'est quelque chose d'important, où il faut travailler sur un plan stratégique à plus ou moins long terme quand même, pour donner de la visibilité à l'ensemble des collaborateurs et qui puissent s'inscrire ou pas. Parce que l'avantage quand même de notre situation, c'est que on sait que chacun d'entre nous va devoir partir à un instant donné. Là, on vient de terminer notre 9e PSE. Donc, je dirais pas que c'est fluide ou humainement toujours facile. Enfin, on est quand même dans des éléments qui sont perturbants. Mais notre situation fait qu'on peut avoir la transparence de s'inscrire ou pas en fait dans la durée et de travailler avec les équipes ou pas en se disant si la personne elle s'inscrit à un départ dans 1 ou 2 ans, d'avoir un engagement, en tout cas chez nous, qui est on va te faire participer à des projets, on va t'aider encore à développer tes compétences pour qu'il y ait un alignement des intérêts qui permettent à chacun de pouvoir vivre au mieux la situation. Et 9 plans sociaux, si j'ai bien calculé, ça veut dire que c'est autant de possibilités aussi d'épuiser d'une certaine manière moralement les équipes. Qu'est-ce qui fait que vous avez pu surmonter ces différents moments difficiles, en tout cas, qui sont des moments pour garder justement cette dynamique, pour garder cet esprit collectif, cet esprit d'équipe jusqu'au bout? Alors, il y a effectivement, donc, je vous l'ai dit, il y avait une dizaine de sociétés financières. Donc, dans nos différents PSE, il y a eu des fermetures de sites. Et donc, des sites qui, étrangement ou paradoxalement par rapport à la situation, se développaient. Puisque si vous fermez des sites et il y a vous affectez les activités sur d'autres. Il y avait effectivement des sites qui étaient en développement dans notre situation de résolution ordonnée. Et donc, vous recréez forcément des projets, des recrutements, etc., etc. C'est ça la logique. Alors, un petit mot quand même parce qu'en ce moment, ils sont mis à rude épreuve. Les managers intermédiaires. Parce que dans votre cas à vous, forcément, c'était un peu, j'ai pas envie de dire les fusibles, mais ils sont sous tension. Ils sont vraiment mis à contribution sur le terrain. Et je fais un petit coucou à tous les managers parce qu'en ce moment, c'est dur pour beaucoup c'est pas la situation que vous vivez. Comment eux, et à quel moment vous avez compris qu'ils allaient être mis à contribution et un facteur clé dans la démarche que vous entrepreniez et comment eux ont pu, justement, passer cette épreuve ou ces différentes épreuves? Dès le début, on a compris que ça passerait en étant très vigilants à nos managers opérationnels. Ils sont clairement entre les équipes, le terrain et la direction de leur site ou centralisé au siège. Donc il y a eu un très fort investissement de leur part, une très grande attention qu'on a eue sur ces équipes, et ça fait vraiment partie de la réussite du projet. Si on les embarque pas, si on n'est pas attentif ou vigilant à leur remontée, ça c'est quelque chose qu'on a énormément appris. Le fait, Rachel le disait très bien aussi pour son directeur général. Chez Apicil. Comment dire, il faut le moins d'échelons d'interlocuteurs entre le patron qui vraiment décide de la stratégie et les équipes qui la mettent en œuvre. Parce que avec toute la bonne volonté du monde, les différents échelons des formes sont un peu plus loin, et c'est très très important de créer des moments. Bien sûr que le directeur général il peut pas travailler avec le collaborateur tous les jours, mais de créer des moments, des comités de pilotage ou des réunions régulières. Le lien le plus direct possible. Où il y a un lien direct et franc. C'est essentiel ce que vous dites là. Et puis alors. Évidemment, vous êtes dans un secteur, la banque, ultra réglementé, dans un contexte de fermeture, de résolution ordonnée, extrêmement normé, on le précise aussi. Il a fallu gérer vite avec des contraintes réglementaires imposantes. Comment vous avez géré et réglé cette problématique-là, justement ?
En se faisant aider de partenaires, bien évidemment, parce que comme vous le dites, on est en résolution ordonnée, mais nous sommes une banque, donc soumis aux mêmes obligations réglementaires que la BCE, que Crédit Agricole, n'importe quelle banque, avec quand même une décroissance des effectifs important. Ça passe par de l'accompagnement, de l'externalisation de certaines opérations, de la rationalisation d'autres, et donc ça passe effectivement par être bien entouré en interne et aussi en externe avec des partenaires, ouais. Question aussi, puis c'est une question très pratico-pratique. Quand on annonce, quand on programme une fermeture, c'est moins d'espace aussi nécessaire. Comment vous avez géré vous cette réduction finalement de l'espace de bureau à tout niveau? Eh bien, on apprend à être innovant et agile. Ce qui est assez intéressant, c'est que, et ça je le retiendrai pour mes expériences futures, c'est que de travailler sous contrainte, contrainte de temps, contrainte budgétaire, eh bien ça apprend à être innovant. Le cerveau humain ou l'humain est assez l'urgence crée la créativité. Mais clairement. Ouais. Et donc, je pense par exemple à nos sujets de diminution d'effectifs. Eh ben, on a travaillé sur des déménagements où on prend un certain nombre de mètres carrés avec des négociations de baux, j'allais dire, sur différents paliers qu'on peut abandonner au fil de l'eau. Enfin voilà, ça permet d'être une certaine flexibilité, mais après faut-il la gérer correctement. Finalement, Delphine, ce management de transition donc que vous avez opéré, que vous allez continuer donc d'opérer jusqu'en 2030, est-ce que c'est un rôle ingrat ou c'est valorisant? Vous avez plus ou moins répondu à ça, mais j'ai presque envie de dire, parce que je reprends votre expression, le jeu, vous êtes prise au jeu. Est-ce que le jeu, quand vous regardez ça avec un peu de recul, en valait la chandelle? Alors, le jeu, parce que je réfléchis si des collaborateurs chez moi entendent ça. Ils peuvent prendre ça au premier degré, mais non. Non, c'était un vrai challenge. Et avec le recul, ça en vaut vraiment le coup parce que je le redis, c'est une aventure humaine, inédite. Et on dédramatise pas évidemment l'ensemble des étapes que vous avez pu passer, on précise bien. Mais enfin, il y a une motivation que vous avez chez vous qui est quand même assez admirable, faut le souligner. On se tourne du côté de notre experte, Aurore Laurent, spécialiste donc en transformation organisationnelle. Aurore, vous avez écouté donc Delphine, qui a donc réussi à transformer une situation qui pour beaucoup aurait pu être vécu comme un échec, et finalement, on comprend aussi que c'est un moteur de développement, de renouveau, de cohésion d'équipe. Je trouve ça vraiment admirable ce que vous avez dit sur les équipes. Est-ce que son cas, à Delphine, il est unique ou est-ce qu'on l'observe dans d'autres types d'organisations? Alors, quand on intervient comme ça dans des missions d'accompagnement en tant que consultant, chaque situation, elle est toujours singulière. Il y a toujours un contexte économique particulier, un objet, une fermeture, un plan social, une fusion. Il y a aussi des équipes sur place. Il y a vraiment un positionnement très unique de chaque situation, avec juste le fait que la fin, elle n'est pas top, elle n'est pas idyllique. Par contre, vraiment, et je le vois en écoutant le témoignage de Delphine qui est assez admirable, et c'est vraiment constamment quand on participe, parce qu'on est des acteurs de ces transformations, le vrai dénominateur commun, c'est la personne, c'est l'humain en fait. C'est ces personnes qui vont aller chercher leurs collaborateurs, qui vont aller les pousser, qui vont aller les aider, qui vont les conduire. C'est ces personnes qui vont aller chercher des solutions internes, des solutions externes quand ils trouvent pas les réponses. Donc en fait, je pense que c'est ce qu'a voulu dire en fait Delphine, c'est de se dire les transformations réussies, c'est un engagement humain. Il y a des process à changer, ok. Il y a des outils peut-être à changer. Ça se fait, et là pour le coup, oui, c'est interchangeable, mais vraiment la passion qui est mise dans ces hommes et ces femmes, elle est vraiment le point commun de vraiment une réussite. On parle de l'humain et en même temps, il y a une méthode, il y a des process, il y a quand même, on le voit, une démarche qui est entreprise. Les facteurs clés pour qu'une situation comme celle vécue par Delphine et par son organisation se passe bien, les facteurs clés, ça serait quoi? Alors moi, j'en vois 3. Je dirais l'adaptabilité, la souplesse organisationnelle. Clairement, on commence un projet,
il y a toujours une petite vague. On commence un projet avec une situation compliquée, ça va être un petit peu plus animé. On peut pas se permettre d'aller dans un modèle de pas en sortir. Il y a toujours des événements qui vont faire que on va devoir se réadapter. Suivre un modèle, c'est compliqué. Pour un consultant, suivre une méthodologie sans bouger, c'est pas non plus quelque chose qu'on va privilégier. On s'adapte au fur et à mesure de l'avancement du projet. Premier point. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je dirais que c'est la transparence. Delphine a parlé de communication et de proximité. La transparence, il faut qu'elle soit effectivement vraie. C'est les bonnes personnes, les bons moments. Et c'est les managers, effectivement, de proximité. C'est aussi les externes, c'est très très important. Parfois, les managers sont très au courant, les référents projets sont très au courant. Le prestataire qui intervient, le consultant qui intervient, qui est à l'extérieur, a besoin de cette information-là. Il va s'adapter. S'il intervient auprès de collaborateurs, il a besoin de savoir que la veille, il s'est passé quelque chose, qu'il y a eu une annonce un petit peu sensible. Il adapte, du coup, la méthodologie. Troisième point, c'est le temps. Alors là, le temps, le temps, il est crucial et la manière dont on va s'en servir, en fait. Parce que on peut anticiper, c'est le cas pour une fermeture long-termiste. Quand c'est un peu plus court, alors ça va être, oui, anticiper, paralléliser les chantiers, c'est évident, mais ça nécessite quoi de paralléliser les chantiers? Ça nécessite de déléguer et ça nécessite de trouver donc de l'aide interne et d'avoir le bon casting. Parce que, souvent, c'est pas un problème finalement de moyens, c'est d'un séquencement qui va faire vraiment la réussite. Et le quatrième point, parce que j'en avais un quatrième, c'est effectivement, je reviens sur le casting et c'est sur le sponsor. Le sponsoring, le leadership. Le sponsoring. Ah oui, c'est ça. Le leadership, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là. On l'a vu dans tous les témoignages. Il y a quelqu'un qui pose un petit peu l'objectif, le cap. Et on y va. Leadership, vision. Tiens, je vais aller, vers monsieur qui est là-bas. Ici, monsieur, bonjour. Alors, première question, déjà, j'avais forcément des questions. Mais qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette histoire? Moi, j'écoute. Je m'attendais pas forcément à entendre une histoire avec un côté négatif, mais à gérer dans le temps. Ça me fait penser au démantèlement d'une centrale. Il y a une fin de vie, puis après, il y a quand même une sortie à faire. Donc, j'ai pas vraiment de questions, mais je suis plus dans l'écoute. Sur ce parcours qui doit quand même être fait. Intéressant cette analogie avec justement le démantèlement d'une centrale nucléaire. On est quand même sur c'est pas radioactif on s'entend, mais cette idée aussi, mais de gérer aussi, on l'a peut-être pas parlé, gérer le risque, gérer l'incertitude, gérer aussi ce qui peut déraper à un moment donné. Ça, il faut avoir une sacrée aussi capacité à pouvoir endurer ça. J'imagine c'est pas mal comme oui, et puis mettre en place un certain nombre de dispositifs pour justement se prémunir de différents risques. Et ça passe par le management, ça passe par des outils de qualité de vie au travail. Typiquement, on interroge tous les ans nos collaborateurs, on a un baromètre social. Où on a des questions assez qui peuvent faire mal au niveau des réponses, mais qui nous permettent du coup de se prémunir des risques. Et puis aussi avec nos représentants du personnel, où il faut que ça soit... Faut que le maillage se fasse de manière assez fluide. On comprend. Mais en tout cas, l'analogie, elle est assez intéressante. Tiens, je me tourne vers madame. Tiens, voilà, je pense que vous écoutez attentivement. J'ai envie d'avoir de votre réaction. Oui, bonjour. Du coup, moi, c'est un projet que je connais pas du tout. Et je voudrais savoir, pour le jeu de mots, en fait, comment se matérialise la dématérialisation? Bon point. Ça, typiquement, ça fait partie d'un point clé dans la réussite de la fusion des différents sites et le rassemblement sur quelques structures. Forcément, c'est passé par la dématérialisation pour nos clients, pour nos équipes aussi en interne. Donc ça fait partie très tôt en fait des éléments qu'on a dû mettre en place pour réussir ces projets de transformation. Et le Covid, puisqu'on en parlait tout à l'heure sur le sujet d'Apicil, ça nous a pour le coup contraint à accélérer. On n'avait pas prévu notre projet zéro papier, mais en tout cas ça nous a mis dans la dynamique de travailler sur ce sujet-là. Et de passer les étapes. Tiens, monsieur qui est devant moi, je suis derrière le bar, il va se retourner, monsieur, voilà. Attendez, voilà, je sais que vous avez une question. J'ai une question.
Alors bravo, c'est un formidable parcours, une expérience humaine, je pense, incroyable. Comment on garde ses collaborateurs motivés jusqu'en 2035, éviter que tous les talents partent, parce qu'en général, ils ont peut-être aussi eu envie de partir. Comment on les garde? Alors, on a enchaîné personne. Personne n'a été violenté. Les talents ou les équipes, on leur explique le projet. Et c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, ils s'y inscrivent ou pas. Donc, les personnes qui partent, on s'engage que sur la durée où elles restent, on maintient, c'est ce que je disais, un développement des compétences. Ceux qui restent, on prévoit avec eux aussi un plan de développement. On prévoit de les faire travailler parce qu'on l'a vu, il y a des sujets de dématérialisation, des sujets de transformation organisationnelle. On les inclut dans ces projets. Comment on garde les talents? En les maintenant, en leur maintenant un intérêt toujours actif sur différents sujets. Donc ça, c'est très important. Et puis autre chose, on est une entreprise quand même normale, avec des départs et puis des talents qu'on attire aussi. On a attiré plein de nouvelles compétences. On a un site aujourd'hui unique opérationnel qui est à Lyon. Sur le site à Lyon, il y a entre 70 et 75% des effectifs qui ont moins de 3 ans. Donc on est sur un renouvellement de la population et c'est très sain aussi. Et puis on est très au fait de se maintenir à un très beau niveau d'employabilité. Typiquement, là, il y a les sujets d'intelligence artificielle qui révolutionnent un certain nombre de nos métiers. Et c'est quelque chose qu'on intègre aussi dans notre démarche de réflexion. Ouais. Allez, j'ai une dernière question et je sais qu'elle vient de là-bas. Là, ça brûle là-bas de poser une question, une intervention. Pas vous, madame. Tiens, là-bas. Oh, petite règle. Bonjour. Moi, je m'interrogeais sur le séquencement en fait de ces plans dont vous avez parlé. Comment on se projette sur autant d'années et comment on séquence? Est-ce que c'est des plans à court terme, à moyen terme, peut-être un mélange de tout? Oui, c'est une bonne question. Et ça, c'est un point qu'on a fait évoluer. C'est-à-dire que, j'allais dire, le premier plan social, elle a été facile, entre guillemets, puisque c'est je supprime l'ensemble des fonctions de commerce. Bon, donc ça, c'est le plus aisé, entre guillemets. Et puis ensuite, c'est d'inscrire des plans, on était sur des plans quasi annuels, qui suivaient les fermetures des structures et les fusions des structures. Et là, ces derniers temps, par exemple, l'avant-dernier PSE et le PSE là qui va être en cours, c'est terrible de parler de 9 PSE, enfin je me rends compte. Mais on est plutôt sur des plans sociaux avec différentes vagues de départ qu'on étale sur 24 mois. Là, on arrive à une taille un peu quand même une taille critique, et donc on n'est plus en capacité d'assumer des départs tous les ans parce que des départs, c'est quand même une gestion assez sensible, quand même des départs plus approches, et donc de donner cette visibilité sur 2 ans. Ça nous permet d'être plus, en tout cas, plus agile pour les personnes qui partent et pour aussi le maintien de l'organisation. Donc ça, c'est un point qu'on a fait évoluer. Ouais. Dernière question. Allez, tiens. Ouais. Je vous remercie. Le témoignage est très émouvant, moi, je trouve, personnellement. Et bravo pour votre pugnacité et votre courage. La question est la suivante. On a une autorité de contrôle qui s'appelle la CPR, donc l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dont vous êtes dedans. Je voulais savoir comment elle vous accompagne, cette autorité, dans ce projet. Alors, on est sous suivi régulier avec la CPR. On a la chance d'être suivi de très près par Bercy, avec lesquels on a un comité mensuel, et aussi la CPR, qui effectivement, comme vous l'indiquez, suit que la résolution ordonnée se déroule comme c'est requis, ça doit être le cas. On parlait d'un processus normé. Et qu'on maintient bien, et ça c'est important, l'ensemble des ratios auxquels on est soumis, l'ensemble de nos obligations. Donc voilà, on a suivi très régulier depuis 2014.
Et d'ailleurs, là, on travaille au retrait de cet agrément bancaire pour nous permettre sur les quelques années qui nous restent, voilà, qu'on ait un allègement des obligations qui sont qui, j'imagine, doivent être lourdes. Hein. Ouais. Effectivement. Eh bien, écoutez, merci à tous. Merci à vous, Delphine Arnaud, pour votre témoignage. Et je suis d'accord avec vous, c'est émouvant. Et merci pour votre courage, parce que c'est effectivement d'avoir le courage d'être venu témoigner de cette situation. Puis, mais, bravo pour la démarche que vous entreprenez, une transition que on peut considérer comme réussie au Crédit Immobilier de France. On vous souhaite évidemment une fin heureuse et surtout de continuer justement dans cet enrichissement humain dont vous avez bien parlé. Merci Aurore Laurent pour votre éclairage. On rembobine le fil, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.